Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la semaine, c'est l'épisode review du week-end. Et on démarre bien, tout de suite avec quelques brèves. On va pas passer trop de temps. Alors déjà, pour vous dire, aujourd'hui, on a Baptiste, The Lonesome Cowboy d'Oklahoma State, qui va nous parler de son match. C'est vraiment de la merde ce match. On a Guillaume de Florida, Guillaume qui va nous parler de sa baston. On a Robin d'Oregon. On a Robin d'Oregon et on a notre ami Augustin de Notre-Dame. On va tout de suite démarrer avec les brèves comme d'habitude. Et bien en brève, déjà la grosse annonce, c'est que Trevor Lawrence ratera le match de la semaine prochaine. Déjà qu'il a raté celui de ce week-end, on va vous en parler pour cause de Covid. Voilà, Trevor Lawrence a contracté a contracté le Covid-19 et ne jouera donc pas contre Notre-Dame d'Augustin le week-end prochain. Voilà, donc on risque de pas le voir de sitôt, Lawrence. Dans l'autre bref de la semaine, c'est Richard LeCounte, le safety star de Georgia, qui a eu un accident de la route. Apparemment, on connaît pas trop ses blessures. Première nouvelle, c'est que c'était un peu grave. Après, il est revenu que c'était moins grave que prévu, mais ça reste quand même assez important. Je crois qu'il a des côtes fêlées. Enfin voilà, on ne sait pas trop non plus, mais on lui souhaite en tout cas un très bon rétablissement, surtout un joueur qui devait être appelé dès le deuxième jour de la draft, je dirais. Donc voilà, LeCounte, bon courage mon pote. Et dernière nouvelle de la semaine, la dernière nouvelle, c'est le retour de la Pac-12 le week-end prochain. Et oui, la Pac-12 qui reprend. Ça fait plaisir. Voilà. Ça fait vraiment plaisir. Et vous avez aucune idée de comment je suis hypé par la semaine prochaine. Là, le week-end prochain, ça va être le week-end à ne pas manquer en college football. Donc, allez-y. Et le retour de la Pac-12, ça fait que augmenter cette hype pour le week-end. Et ça fait tout ça pour se faire salir. Ça fait réduire l'espérance de vie de Robin aussi, parce qu'il va repasser ses nuits à regarder du football. Voilà. Bah là, je me suis couché tôt. La nuit dernière, j'ai fait 2 ou 3 heures du matin. Je crois que je suis allé me coucher seulement. C'est moins tard que 8 heures ou 6 heures. Ça c'est pour ça, justement. Ouais. Voilà, ça fait plaisir. T'inquiète. Parle pas trop parce qu'il va y avoir un Washington-Californie à 4 heures du mat. T'inquiète. Alors, on va démarrer tout de suite avec les matchs du week-end dernier. On va vous faire le top 25. Le top 25, on revient à l'histoire de Clemson, car Clemson recevait Boston College en ACC. Ça a été un match... je pense que ça a été le match où Clemson a été le plus en difficulté cette saison. Et c'est une victoire 34-28 de Clemson, mais vraiment, réellement dans la douleur. Franchement... on a été plusieurs à regarder ce match au même moment, donc Trevor Lawrence ne jouait pas comme on a dit, c'est DJ Uiagalelei, le quarterback 5 étoiles qui le remplaçait, le freshman d'ailleurs, qui est freshman. Et je sais que toi Augustin, tu as regardé ce match plus que nous, on l'a regardé ensemble, mais tu l'as regardé un peu plus. Qu'est-ce que tu as pensé de Clemson et de cette... Clemson, ils étaient quand même menés de 28 à 13 à la mi-temps, 28 à 10. Ouais, en fait, voilà, c'est ça, quoi. Clemson a vraiment eu du mal sur les 2 premiers quart-temps. Et si Clemson a eu du mal, il ne faut rien enlever à la performance de Boston College, qui a été incroyable sur ces 2 premiers quart-temps. Comme tu viens de le dire, ils ont inscrit 28 points. J'essaie de ne pas trop faire le homer, mais il faut avouer que Phil Jurkovec a été très bon, notamment son premier drive où il remonte le terrain, mais en 30 secondes pour aller inscrire un touchdown par l'intermédiaire de son receveur. D'ailleurs, ces receveurs, ils ont été très bons. Ils nous ont offert des superbes réceptions. Et aussi leur défense, la défense de Boston College, qui a été super forte. Je pense notamment à un touchdown inscrit sur un fumble de Travis Etienne Jr. Donc déjà, il faut le noter, ça c'est une chose assez rare pour Travis Etienne Jr. de faire un fumble. Mais il a fait le fumble alors qu'il allait marquer le touchdown dans la end zone de Boston College. Sauf qu'en faisant ce fumble, il a été recouvert par un joueur de Boston College qui a remonté tout le terrain, qui a remonté 97 yards, il me semble, pour aller scorer. Donc voilà, Boston College a eu une bonne étoile durant cette première mi-temps, mais l'écart n'a pas été assez important après pour résister au retour de Clemson, qui a infligé un 21-0 en deuxième mi-temps. Un 21-0 parce que
notamment dans le signage d'un Travis Etienne Jr. incroyable qui a, je crois, reçu plus de 150 yards à la passe et qui en a marqué 100 à la course. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut noter. Travis Etienne Jr. est rentré dans la légende la nuit dernière, la fin de soirée dernière, puisqu'il est devenu le meilleur coureur de l'histoire de l'ACC avec plus de 4600 yards, un chiffre comme ça. Incroyable. Donc voilà, Travis Etienne est... J'ai envie de dire, il était déjà une légende du college football, mais là, ça y est, c'est officiel. Et voilà quoi, Uiagalelei s'est vraiment appuyé sur lui. Et parlons de ce quarterback qui a fait un super match quand même, il faut le dire. Je trouve qu'il a vraiment bien remplacé Trevor Lawrence et je trouve ça assez rassurant pour Clemson à une semaine du match face à Notre-Dame. Très bien, et ouais, c'est vrai que Uiagalelei sera donc votre adversaire principal du côté de Clemson la semaine prochaine. En tout cas, félicitations à Boston College pour leur première période, fallait le faire face à la défense de Clemson. Ouais, c'était un très beau match et franchement, c'est de bonne augure pour la suite et savoir que Jurkovec sera encore avec cette équipe pour 2 ou 3 ans, franchement c'est cool. D'ailleurs, en parlant du match de la semaine prochaine de Clemson face à Notre-Dame, vous affrontiez Georgia Tech, toujours en ACC hier. Notre-Dame, comment ça s'est passé ce match? Je sais que tu n'étais pas forcément super content. Bah non, j'étais pas super content parce que Georgia Tech avait pris 70 points par Clemson il y a encore une semaine ou 2 semaines, bref, je ne me rappelle plus, et là on gagne que 31-13. Yann Book n'a pas été flamboyant, 199 yards, un TD, et on s'est encore appuyé sur notre jeu à la course avec notre trio Kyren Williams, Sibo Flemister et Chris Tyree qui ont inscrit 3 touchdowns à E3. Georgia Tech a encore aussi mis un touchdown comme Boston College de 93 yards sur un fumble de notre running back. Donc voilà, c'était la journée des touchdowns après fumble. Mais non, pas grand chose à dire. C'est un match propre en fait comme d'habitude, mais il n'y a pas de fulgurance, il n'y a pas une belle passe de Book comme il pouvait nous en offrir l'an dernier. Il n'y a pas eu une action de malade. Voilà quoi. On a fait le job, mais je trouve ça quand même inquiétant à une semaine du match face à Clemson. Et après, j'ai envie de dire, les grands joueurs sont des grands joueurs parce qu'ils savent jouer les grands matchs et j'espère vraiment que je pourrai dire ça à 5h du matin dans la nuit de samedi à dimanche la semaine prochaine. Eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite et on attend avec impatience quand même ce choc de l'ACC. Hein. C'est le choc de l'année, faut pas le nier. Dommage qu'il n'y ait pas quand même Lawrence pour ajouter un peu de piment. Match de sec désormais ACC, Georgia qui se déplaçait du côté de Kentucky, petite victoire 14-3 de Georgia avec Guigui, on a regardé un petit peu. T'as pensé quoi de ce match, sachant que du côté de Kentucky c'était le transfert d'Auburn en quarterback Joey Gatewood qui était titulaire? Alors je vais essayer de le résumer en un mot, une purge, vraiment soporifique. Ouais, c'est ça, c'est une purge soporifique, c'est les deux d'un coup. C'était vraiment pas un match sympa à regarder. Il s'est passé pas grand chose. Niveau quarterback, d'un côté ou de l'autre, c'était pas ouf. Stetson Bennett qui finit à 9 sur 13, 131 yards, 0 TD, 2 inter. Et Joey Gatewood qui finit à 15 sur 25 pour 91 yards, 0 TD, 0 inter. Gatewood, on le savait, c'est beaucoup plus un rusher qu'un passeur. Mais bon, moi j'ai quand même vu des trucs qui m'ont assez effaré en termes juste de capacité de passe en fait, des passes basiques des passes de pee-wee quasiment en fait, qui sont pas bien ajustées ou quoi. Après on peut pas dire qu'à la course ça a été beaucoup mieux de sa part avec 16 courses pour 23 yards, ce qui nous fait quand même une magnifique moyenne à 1,4 yards par course. Donc voilà. Josh Ali, le receveur un peu star de Kentucky, a bien été contenu par les DB de Georgia. Après Georgia, heureusement qu'ils ont Zamir White, on va dire, parce que sinon c'est assez pauvre. Il finit avec 26 courses pour 136 yards, mais sinon c'est très très pauvre, quoi. Vraiment. Et retenez bien ce que je dis là, parce qu'en fait la semaine prochaine ils vont faire un certain match dont on en parlera plus tard,
et ils vont mettre 80 points, ça c'est sûr et certain, tu vois. Mais vraiment, c'était vraiment pas beau à regarder. Ouais, c'était pas le match de l'année, ça c'est clair. Désormais, les amis, eh bien, on ne l'a pas annoncé comme on fait d'habitude en début d'épisode, mais c'est le Game of the Week. On a voulu un peu repousser tout ça pour éviter de froisser notre ami Baptiste, c'était Texas qui se déplaçait du côté d'Oklahoma State, chez toi à Stillwater. C'est dur. Voilà, tu veux en parler? Tout va bien? Ouais, tu c'est veux bon, qu'on c'est bon, c'est qu'on bon. appelle le 36-36 Non, heureusement qu'on n'a pas fait l'épisode juste après le match parce que je pense que les noms d'oiseaux auraient volé. De toute façon, vous êtes tous fans de sport, vous qui écoutez cette émission, et vous savez que des fois, vous gagnez des matchs que vous êtes censé perdre, et des fois vous perdez des matchs que vous êtes censé gagner. Et hier soir, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Alors, qu'on soit très clair, Texas n'a pas volé sa victoire, hein. Ils ont été meilleurs sur les moments où il fallait être bon, hein, tout simplement. Hein. Mais les Cowboys se sont tirés plusieurs balles dans le pied, hein, avec leur Colt, j'ai envie de dire. 4 turnovers un peu bêtes. Hein. On a un fumble sur une transmission de balle sur un end-off entre Spencer Sanders et Chuba Hubbard. Donc déjà, ça, c'est presque limite faute professionnelle. On a une interception qui est pas belle de la part de Sanders. On a du fumble sur sac. Enfin bref, il y a le parfait petit guide complet de ce qu'il faut pas faire dans un match de football de manière globale. Donc forcément, à la sortie, quand vous rendez des ballons adversaires, un adversaire qui est quand même talentueux, hein, on en discutait en off, Texas, alors on se moque beaucoup de Texas, hein, mais il y a quand même des joueurs de grand talent un peu partout, et donc forcément ils vont scorer, quoi. C'est simple. Texas a marqué 21 points sur les pertes de balles d'Oklahoma State, ce qui est énorme, hein, sur les 41 points marqués par les Longhorns, donc même moins que ça si on enlève la prolongation. Sur les 34 points marqués par les Longhorns, il y en a 21 qui vient sur les turnovers. Si vous regardez par exemple, c'est tout bête, hein, mais vous regardez le box score, vous voyez, vous regardez double de yards pour Oklahoma State, un peu plus de 500 contre 280 à Texas. Vous dites, mais comment ils ont fait pour perdre ce match? En perdant des ballons bêtement, tout simplement. Voilà, pourtant, alors pareil, si on regarde le box score de Spencer Sanders, 400 yards, 4 TD, une interception, vous dites, super match de la part du quarterback. Sauf que dans les faits, c'est pas ça. Il y a une interception un peu bête, il y a des problèmes de lecture. Je trouve ce joueur qui manque d'intelligence de jeu. Vous savez, il y a des quarterbacks qui sont très cérébraux, on les sent à l'aise dans la lecture. Lui, c'est pas du tout le cas. Alors effectivement, il court très bien, hein. Il fait une course superbe sur une 3e et 9, si je dis pas de bêtises, où il gagne 30 yards, il casse des reins, enfin c'est extraordinaire, mais en dehors de ça, il est très très frustrant. En fait, il peut être un peu schizophrène. Hein. Un drive, ça va être Tom Brady réincarné, l'autre, ça va être le père de Tom Brady, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est très très dur de savoir sur quel pied danser avec lui. Et je pense que pour être une très forte équipe avec le college football, il faut un quarterback qui soit plus régulier. Pas besoin qu'il soit extraordinaire, mais il a besoin qu'il fasse le taf. Je veux dire, Alabama a gagné des titres avec des quarterbacks très médiocres, hein, très moyens, mais au moins ils savaient quoi faire avec lui. Spencer Sanders, c'est pas le cas. Donc voilà, moi je suis très très dubitatif sur l'avenir des Cowboys avec Spencer Sanders à sa tête. Alors j'ai beaucoup parlé de Oklahoma State, mais je vais revenir un peu sur Texas qui a quand même fait un gros match surtout au niveau du front 7, alors bon, front 6 puisqu'il jouait seulement de linebacker, mais notamment Joseph Osai qui a fait un match, voilà, c'était fou, quoi. Il était partout sur le terrain, j'ai l'impression qu'il n'y avait que lui. La D-line de Texas a été très forte pour contenir Chuba Hubbard qui a fini avec moins de 100 yards, ce qui en soi est quand même une grosse performance. L.D. Brown, le deuxième running back de Oklahoma State, a été un peu plus performant, enfin en tout cas sur l'impression donnée, mais je trouve sur le côté défense au sol, très bon match de Texas. En revanche, ils ont beaucoup souffert dans les airs, hein. Tylan Wallace, qui finit avec 187 yards et 2 touchdowns, a été extraordinaire, hein. J'ai pas d'autres mots, ce joueur, et voilà, et je pense pas que ça soit, il va pas partir au premier tour, il partira pas au premier tour en avril prochain, mais je pense que ce sera un super receveur en NFL parce qu'il a toutes les qualités pour, pas forcément pour être un receveur numéro 1, hein, c'est pas forcément le but, hein, mais voilà, un très bon receveur en NFL. Voilà, il a marché sur la secondary de Texas, il y a eu des PI plus à voir qu'en foutre, j'ai envie de dire, tout le long du match. Mais voilà, ça suffit pas à la sortie, quoi, et c'est ça qui est très frustrant, c'est que ce match, il aurait dû être gagné 15 fois. Il y a un roughing de kicker inutile au possible qui relance Texas.
Il y a un touchdown sur un retour de kick-off totalement évitable. Enfin voilà, en fait, c'est des erreurs qui font que Oklahoma State n'est pas une grande équipe cette année, seulement une très bonne équipe, ce qui en soi est déjà très bien, hein. Mais voilà, c'est un peu frustrant en fait à la sortie de se dire on passe si proche de basculer à 5-0 et d'avoir le chemin grand ouvert sur les playoffs, parce que honnêtement, à part Alabama, quelle équipe est vraiment impressionnante cette année? Pas tant que ça finalement. Même on voit Clemson, on en a discuté tout à l'heure, c'était quand même très compliqué contre une équipe de Boston College qui est pas extraordinaire. Ohio State, ça a été un petit peu plus compliqué cette fois-ci contre Penn State. Voilà, donc c'est une année qui est grande ouverte. Honnêtement, ça serait pas étonnant, par exemple. Il n'y a pas d'équipe qui ressort du lot, ouais, t'as raison. Ouais, imaginons qu'Oregon, moi sait-on jamais, Oregon peut avoir une super équipe. Alors ils ont beaucoup de joueurs qui ont opt-out, mais pour moi Oregon pourrait choper le titre cette année tellement que c'est ouvert. USC même, enfin, je veux dire, tout est ouvert, tout est envisageable. C'est un vrai frérot, Baptiste. Ah non, mais c'est vrai, hein, je dis ça pas simplement parce que Robin est là, mais je dis ça de façon. Mais même Maryland, je veux dire, c'est tellement ouvert cette année, tout le monde peut battre tout le monde, on sait jamais ce qui se passe, quoi. Alors, t'es vraiment. Écoutez bien, elle a quand même Maryland alors qu'ils ont perdu contre enfin, Northwestern qui a 2-0 quand même, les garçons. Tu peux battre tout le monde et tu peux perdre contre tout le monde. Maryland en est la preuve. Ça bat Minnesota et ça perd de 40 points face à Northwestern. Le seul truc dont je suis pas d'accord, c'est que Baptiste, il dit que aucune équipe à part Alabama n'est vraiment forte. Moi, je trouve Ohio State, ils sont vraiment forts. Ça n'a pas été le meilleur match contre Penn State, mais ils sont vraiment forts, Alabama, Ohio State. Oui, bien sûr, bien sûr. Je forcerai en disant ça, hein, mais il est fantastique. Ohio State, méfiez-vous de la défense. Hein. Sincèrement, méfiez-vous de la défense cette année. C'est pas la folie. Tu mets un Alabama Ohio... Bref, on va pas rentrer là-dedans, mais tu mets un Alabama Ohio State, moi je te dis qu'Obama direct, si tu veux parier, quoi. Enfin bref, mais oui, vas-y Baptiste, désolé. Non, c'est pas grave, pour finir très vite sur ce match, déjà, je pense pour un spectateur extérieur, c'était un super match de college football avec des rebondissements, avec voilà, plein de trucs, avec en plus c'était superbe avec le maillot blanc de Texas et le maillot noir d'Oklahoma State, enfin c'était très joli à voir en plus, moi j'aime beaucoup quand déjà les matchs ont de la gueule en termes visuels et là c'était le cas. Et voilà, c'était kiffant. Ouais. Je pense que c'était très très bon choix de partir en noir hier soir. Donc voilà, c'était un super match, plein d'erreurs. C'est pour ça aussi qu'on aime le college football parce que c'est rempli d'erreurs. Je sais pas si on va parler du TD de Rodgers complètement what the fuck de hier. Ah, si. Mais c'est vrai que c'est vrai que quand on supporte une équipe, c'est très frustrant parfois. Mais c'est pour ça qu'on aime ce sport-là, et voilà quoi. Voilà. Donc la saison n'est pas terminée pour Oklahoma State, il y a encore le titre de la Big 12 à aller récupérer, et un joli bowl du Nouvel An à jouer, je pense, à la sortie. Mais c'est vrai que le 5-0 était tellement proche, et puis voilà, c'est ça qui est plus frustrant, c'est pour une fac qui est pas c'est un bon nom du college football, mais c'est pas Oklahoma, c'est pas Notre-Dame, c'est pas voilà. C'est des saisons où il faut capitaliser sur les saisons où vous avez toutes les astres qui s'alignent, et là c'est pas le cas, voilà. Donc c'est là où c'est le plus frustrant à la sortie, c'est le et si jamais, voilà. C'est toujours ça dans les facs un peu plus de seconde zone. Et si jamais on avait gagné ce match-là, bah oui, mais on l'a perdu, donc c'est comme ça. Bon, beaucoup de frustration, mais allez, on passe à autre chose. Et puis il y a Kansas State, et puis après il y a OU, donc voilà, plein de bonnes choses pour la fin d'année à venir, quoi. Et puis un bol à la sortie, très 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 probablement. Donc ouais. Dommage, désolé pour vous, Baptiste. Et bien après. Bon, maintenant je vais me suicider, ça ira mieux. Voilà. 36-36, c'est pas ça le numéro des Allo Suicide ou je sais pas quoi là. On passe désormais à un des matchs qu'on vous avait présenté en preview en vous disant que ça pouvait être un des matchs de la semaine. Et bien ça a été le cas, c'était Memphis dans le Group of Five qui se déplaçait du côté de Cincinnati. On avait quasiment tous parié Cincinnati et grosse victoire de Cincinnati en effet 49-10 avec un très gros match de Desmond Ridder. Robin, toi tu as vu ce match, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que Memphis, sincèrement, ils avaient une chance ou pas? Écoute, lors de la preview la semaine dernière, j'avais dit que ce serait un match très serré, voire peut-être même l'upset de Memphis. Il me semble que c'est sur ce match-là. Il n'y a pas eu de match. Il n'y a absolument pas eu de match. 49-10 pour les Bearcats. Le QB Desmond Riders, il fait 3 TD à la passe et il en rajoute 2 à la course, c'est ça, il me semble. Il en rajoute c'est ça. À la course.
Donc 5 TD, une interception en global, un peu comme Taulia Tagovailoa. Donc non, enfin bref, il fait Desmond Ridder, il a été très très bon à la course. Et le receveur, mine de rien, Alec Pierce, vraiment pas mal leur petit numéro 12, enfin leur grand numéro 12, mais assez bon. Non, il y avait pas match. Memphis a eu la chance, dans le premier quart, a tenu un peu, mais ensuite c'était terminé. C'était terminé, il y a eu 92 yards sur une screen pass de la part de Memphis. À part ça, c'était rien. C'était rien, ça a été Cincinnati tout au long du match. Voilà, c'était... Il n'y a pas eu de match. Et Robin, est-ce qu'on peut dire, après déjà, la semaine dernière, ils ont éclaté SMU, là ils éclatent Memphis, donc quand même 2 grosses têtes d'affiche du groupe of 5. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que Cincinnati pourrait être dans la course au playoff? Je pense que s'il reste invaincu avec les leaders qu'on voit, enfin les 3 premiers, je pense que les 3 premiers seront invaincus, donc les 3 premiers, Clemson, Ohio State, Alabama, et je pense qu'il y aura une place pour le 4e. Et si Cincinnati est invaincu et ils ont 11 matchs à faire, donc s'ils font un 11-0, ça peut jouer fort. Ils n'ont pas joué des énormes équipes, à part SMU qui était classé 16e et Memphis qui aurait pu être classé, et Army. Ils ont quand même une victoire hyper convaincante contre Army qui fait une super saison aussi, et celle-là je pense qu'elle va compter dans le CV à la fin de l'année. Pour l'instant ils ont 2 victoires contre des équipes classées, et honnêtement si Memphis jouait un peu mieux en début d'année, Memphis aurait été classé pour cette semaine-là. Il me semble ils déçoivent, je suis d'accord avec toi. Enfin, tu vois, Memphis, ils ont perdu contre, ils ont perdu contre SMU et Cincinnati, qui sont des grosses équipes quand même. Mais je pense qu'ils auraient pu être classés, Memphis. Et tu vois, s'ils avaient eu 3 victoires contre des équipes classées, là, ça aurait joué fort dans la balance. Et je pense que Cincinnati peut essayer de choper la 4e place. Et que, même s'ils chopent la 4e place, ça sera un débat, mais je pense qu'ils vont se faire éclater. Mais il y aura toujours la jurisprudence UCF de 2017. Ouais, mais il y aura toujours, c'est ça. Mais je pense que dans les esprits, avec le Covid et tout, ça peut quand même jouer. Et Cincinnati, mine de rien, ils jouent. Ils ont encore qui Ils ont encore une grosse équipe, non ils vont pas jouer. Ils ont tout ça. Ils ont tout ça encore. Tout ça est plutôt pas mal cette année, même s'ils sont pas classés, ils sont chiants avec. Ils sont plutôt pas mal. Il leur reste UCF aussi, je vais en profiter pour le dire, Romain, laisse-moi 5 secondes. Houston, East Carolina, UCF, Temple et Tulsa. Ouais, c'est ça. Et UCF, c'est vrai que cette année, ils ont perdu 2 matchs, mais ils sont quand même plutôt pas mal sur le papier. Enfin, ils ont perdu une possession contre Tulsa et ils ont perdu d'1 point contre Memphis. Je pense que UCF aurait pu être classé s'ils avaient gagné contre Memphis. Enfin bref, il y a beaucoup de si, mais ils ont quand même des adversaires plutôt convaincants. Donc à voir si Cincinnati fait du 10-0. Il y a un autre facteur qui pourrait jouer pour Cincinnati, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes du Power 5 qui vont se retrouver avec 2 défaites. Je pense à Georgia ou Florida. Déjà, Florida ou Georgia vont arriver avec 2 défaites le week-end prochain. Donc déjà, ça les élimine presque de facto pour la qualification pour le college football playoff, pardon. Donc on a beaucoup parlé que est-ce qu'il n'y aurait pas de mecs de la SEC, etc. Mais à la sortie, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes de la SEC qui auront 2 ou 3 défaites, et donc ils y seront pas. Avec la Big 12, où ça va être quand même compliqué. La question c'est, imaginons que Cincinnati se retrouve à 11-0, est-ce que Cincinnati passe devant, je sais pas, Oklahoma State qui a 11-1? Pourquoi pas? Enfin, en tout cas, le débat existe. Clairement, et je pense étant champion de conférence, enfin, je pense qu'ils vont gagner l'American Conference haut la main. Et donc, avec 11 victoires plus être champion de conférence, il y a carrément moyen de faire quelque chose en playoff. Et honnêtement, c'est pas pour. J'ai envie de dire, je prends tous les jours un Cincinnati à 11 victoires qu'un Oregon à 7 victoires. Parce que Oregon, je trouve que 7 matchs, c'est pas assez pour montrer qu'on vaut une place en playoff. Et puis sinon, ça fera un peu jurisprudence en disant, parce que théoriquement, les équipes doivent jouer un minimum de 10 matchs. Sinon, ils vont se dire, on va jouer 10 matchs et puis c'est tout, quoi.
En tout cas, belle preuve d'honnêteté de ta part, Robin. C'est intéressant ça à entendre. Autre match, c'était un derby, hein, une rencontre très locale qui se situait du côté du Michigan en Big Ten. Michigan State qui se déplaçait du côté des Wolverines de Michigan. Et c'est une victoire 27-24 sur le fil du rasoir de Michigan State. Alors très franchement, j'ai regardé ce match. Valentin qui n'est pas là aussi l'a regardé. On s'est ennuyé à mourir. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. C'était pas un beau match. C'était ni à voir ni à revoir. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même eu 3 touchdowns, 0 interception pour Rocky Lombardi, le quarterback de Michigan State. Dont des belles passes pour Ricky White que je connaissais pas du tout. Et putain, il nous a sorti. C'est vrai que quand même... super match, Ricky White, impressionnant. Ouais, il nous a sorti 2 réceptions. Wow. Mais en fait, ce qui était paradoxal, c'est que j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai presque dit, putain, mais la secondary de Michigan, elle est nulle, quoi. Parce qu'il y a pas mal de passes où tu dis, ça pourrait être mieux défendu. Alors, ça remet pas en cause les réceptions de Ricky White qui ont été très bonnes. Mais voilà, moi, j'étais hyper déçu de Michigan ce match-là. Je pense que Michigan State a pris ça vraiment comme un match de rivalité et Michigan faussement sur 2, quoi. Et c'était pas beau. Et puis moi, j'ai pas compris le plan de jeu de Michigan. La semaine d'avant, Charbonnet sort un super match. Et là, il a que quelques touchés. J'ai rien compris. Alors ils font lancer plus de 50 ballons à Joe Milton, alors qui est très bien, mais je sais pas. J'ai très déçu de Michigan là-dessus. Honnêtement, je pense que le problème, c'est le play calling à certains moments. Enfin, Michigan, ils étaient menés de 10 points. Il me semble que ça, c'est 10 points. Et ils arrivent, ils font un drive de genre 5 minutes, mais ils font des courses dedans, enfin c'est n'importe quoi. Le play calling de Jim Harbaugh n'a pas été à la hauteur, et normalement on sait qu'il n'est pas à la hauteur contre Ohio State, sauf que là il n'a pas été à la hauteur contre Michigan State. Ah ouais, non mais de toute manière c'était pas beau à voir. Et puis Michigan, je suis désolé, à un moment, chaque année on dit oui Michigan vont revenir, oui Michigan vont enfin être une grande équipe. Oui. Mais non. Et surtout, t'as raison Elio. Surtout parce que c'est ça, on avait des espoirs la semaine dernière parce qu'ils ont battu Minnesota quand même avec la manière. Bon, il s'avère que maintenant Minnesota n'est peut-être pas aussi fort que ce qu'on avait laissé entrevoir durant cet été. Et Michigan State a perdu contre Rutgers, c'est ça, non? Rutgers ou Indiana, je me rappelle plus très bien. Et Indiana. Quand t'es Michigan, tu peux pas perdre face à Michigan State qui s'est pris dérouillé face à Rutgers. C'est pas possible. Non, mais oui. Oh, non, mais oui. Et puis, je sais pas, en fait, tu veux t'imposer comme étant une des grandes équipes du Big Ten, mais tu arrives sur ce qui est vraiment le derby, quoi. Ce qui est avec Ohio State, je pense que c'est les 2 matchs les plus importants de la saison de Michigan au niveau des fans. Oui, comme tu l'as dit, Michigan State qui vient de perdre face à Rutgers. Voilà, quoi. Et puis, il n'y avait rien de proposé. C'est un mélange de passes et de courses, mais un peu hasardeux. Comme l'a dit Baptiste, Zach Charbonnet qui n'a pas eu assez de courses, voilà, il y a rien à retenir, quoi. Alors, encore une fois, la défense n'était pas très mauvaise au niveau de la D-line avec quand même un bon match d'Aidan Hutchinson, mais voilà, c'était pas à voir et on s'attendait à mieux et franchement, sans fans, un match comme ça sans fans, ça se ressent réellement. Et on peut aussi dire que c'est pas des cadeaux tout ça pour Ohio State. Enfin, qu'on se fasse pas de soucis, ils seront dans le top 4 en fin de saison. Mais voilà, Ohio State s'est tapé Penn State après un upset d'Indiana. Et là, ils vont se taper Michigan après un upset face à Michigan State. De la même façon, ça veut dire que s'ils perdent un match contre ces équipes-là, ça fait vraiment du mal à leur... je veux dire, ça fait comme une défaite comme Purdue ou des trucs comme ça. Si tu perds contre Michigan et que Michigan est super fort, à la rigueur, tu te dis, t'es perdu contre une bonne équipe, quoi. Mais là, si tu perds contre Michigan qui va se retrouver avec un bilan pas extraordinaire, ta défaite, elle aura tout de suite moins de gueule, quoi. Donc, je sais pas, c'est pas très bon signe. C'est pas très bon signe pour. Ohio State va dominer la conférence, mais attention, parce que la moindre défaite peut être très complexe pour eux à gérer après, quoi. Du côté de la Big 12, Kansas State recevait West Virginia. Kansas State, c'était 4 victoires, 1 défaite. West Virginia, 3 victoires, 2 défaites. Eh bien, c'est les Mountaineers de West Virginia qui se sont imposés à 37-10, qui ont largement dominé le match. On se demandait quand Kansas State allait un peu craquer lors de cette saison. Eh bien, voilà, c'est arrivé du côté de Morgantown. Grosse défaite pour Kansas State qui donc se retrouve finalement au même bilan que West Virginia, les vainqueurs.
Indiana en Big Attends, Ten. juste Ouais. pour préciser, le West Virginia, il gagne 37-10 grâce à 3 interceptions. Le QB de Kansas State lance 3 interceptions. Voilà, quand même un gros upset pour une équipe qui n'est pas classée pour une équipe qui est classée 16e face à une équipe qui n'est pas classée. Donc voilà, c'était juste pour préciser que Kansas State avait très très mal joué. Et que ça leur pendait un peu au nez. Skylar Thompson, leur quarterback, est blessé pour le reste de la saison. Et donc c'est Will Howard qui a pris la suite, il avait joué à peu près correctement, mais c'est vrai qu'on savait que ça allait être compliqué. Et West Virginia est une équipe un peu pour la gratter, et ça s'est confirmé. Alors ils ont des hauts très hauts et des bas très bas, c'est un peu l'image de cette saison. Mais c'est vrai que honnêtement, je savais que ça allait être disputé, mais je pensais pas que West Virginia allait caler 27 points à Kansas State, et puis sachant qu'il n'y a pas photo après sur le reste en termes de possession de balle, first down, total yard, ça a été un match à sens unique, quoi. Indiana, du coup, qui se déplaçait du côté de Rutgers. Victoire d'Indiana 37-21, avec Rutgers pas forcément convaincant, qui sont quand même réveillés en deuxième période. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Michael Penix, le quarterback, on va en parler de la dernière action, bien sûr, mais Michael Penix, le quarterback d'Indiana, a inscrit 3 touchdowns pour 0 interception. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup? Que s'est-il passé, Augustin, en fin de match du côté de Rutgers? Difficile à expliquer, j'espère que vous me comprendrez. Il doit rester 2 minutes. Indiana mène 37-21. Ballon Rutgers, 4e et 31. Donc voilà, il faut faire 30-31 yards pour aller obtenir 4 prochaines tentatives. Le quarterback de Rutgers fait une passe à 5 yards que j'avais du mal à comprendre d'ailleurs. Et du coup, voilà. Ça arrive souvent en football américain. Dans ce cas-là, ils commencent tous à se faire des passes en arrière pour essayer d'aller scorer un touchdown. Et au bout d'une quinzaine de passes en arrière, et des passes, elles étaient toutes folles, dont une d'un lineman qui récupère le ballon après l'avoir fait tomber par terre. Et là, il le lance. Vous savez, comme les mariés qui lancent le bouquet de fleurs là. Et il lance le ballon comme ça en l'air, un de ses coéquipiers les rattrape, ils se font encore des passes, et après il marque un touchdown. Et il me semble que ce touchdown a été malheureusement refusé par non, mais les jeux comme ça, juste pour vous dire, les jeux comme ça, c'est des fautes de partout. C'est soit une passe qui est un peu en avant, soit un holding, soit un bloc dans le dos. Enfin, un jeu comme ça. Dans le dos, souvent. Ouais. Un jeu comme ça qui a pas de faute. Mais n'importe quoi, c'est jamais vu. Mais il pourrait le laisser juste pour la beauté du truc, quoi. Alors, ça n'existe pas, la beauté du truc, quand il y a de l'argent en jeu au niveau des victoires. Ça m'a fait beaucoup penser au 4e et 25 d'Arkansas contre Ole Miss en 2015, où là, pour le coup, ça se termine. L'action compte, mais c'est vrai que c'était à peu près tout à fait le même type d'action, avec des passes complètement improbables en arrière, mais c'est vrai que c'est du lineman où il balance la balle derrière, c'est à se pisser dessus, quoi. Ouais, sinon il y avait aussi celui de Miami face à Duke, là, le kick-off return qui était pas mal il y a quelques années, qui était un peu similaire. Ou là pareil, il y avait des blocs dans le dos, ça avait râlé à juste titre d'ailleurs. Sur l'action, si on fait le flag de Robin sur cette action unique, on en a pour 1h30. Hein. À décréter toutes les fautes, il en a pour 1h30. Eh bien, en tout cas, victoire d'Indiana, donc qui vont peut-être se retrouver dans le top 25 cette semaine, Indiana. Ensuite, c'est Coastal Carolina dans le groupe of 5 qui se déplaçait du côté de Georgia State en Sun Belt. Victoire 51-0 de Coastal Carolina. Grayson McCall, le quarterback principal, c'est 4 touchdowns, 0 interception, 254 yards. Pas grand-chose à dire sur ce match, tout en sachant que Georgia State n'allait pas être les outsiders face à Coastal Carolina, qui sont en 6 victoires, 0 défaites cette saison. Messieurs, rien à ajouter? Ça confirme juste que leur place dans le top 25 est méritée, même si c'est Georgia State, leur 20e place, elle est totalement méritée. Ouais, totalement, ouais. Du côté de la Big 12, de nouveau Iowa State qui se déplaçait à Kansas. Kansas, littéralement, désolé pour l'expression, les paillassons de la Big 12 cette année, 0 victoire, 6 défaites, car Iowa State se sont imposés 52-22 avec un bon Brissol, le running back habituel d'Iowa State. On parle souvent 185 yards pour 2 touchdowns et 21 portées. Brock Purdy, c'est 2 touchdowns.
pas grand-chose à redire non plus sur ce match. Iowa State, c'est une victoire logique. Le fait qu'ils prennent quand même 22 points contre Kansas, c'est un petit peu pas alarmant, mais Ils ont pris un touchdown aussi sur punt return ou sur kick return, ouais, je me rappelle exact. plus. Ouais, je sais pas. Enfin, le match était déjà plié au 2. Enfin, ils me ont mené Ouais, 20-0 voilà, très rapidement. Enfin, Ouais. honnêtement, je suis pas Il sûr y qu'il y a ait pas trop mal de de. points dans le garbage time. Donc, Ouais, honnêtement, je trop pense pas qu'il y ait trop besoin de s'alarmer pour Iowa State. Si, voilà, Kansas c'est nul, c'est terrible quoi. Puis surtout qu'on a, il n'y a plus le Puka. Comment il s'appelle Puka Williams. Puka Williams. Il n'y a plus Puka Williams à Kansas, donc il n'y a aucune raison de regarder Kansas maintenant. Je vous le dis direct, ne regardez aucun match où il y a Kansas dedans. C'est un blowout et Aussi, c'est il y du a- basket. ouais, et il n'y a aucun joueur qui vaut le coup. Eh bien, on passe encore une fois au Group of Five avec Boise State qui se déplaçait dans le Colorado du côté d'Air Force en Mountain West. Grosse victoire de Boise State 49-30 avec 3 touchdowns pour leur quarterback Jake Sears qui est le quarterback remplaçant de Hank Bachmeier. Sears qui était quand même à USC avant, faut pas l'oublier, hein, c'était le 4e meilleur quarterback de sa QV lycéenne en 2017, un ancien 4 étoiles. Toi, Augustin, tu avais regardé un petit bout de ce match, il me semble, non? Ouais, j'ai un petit peu regardé. J'aime bien Air Force pour juste l'environnement de leur stade. Bon, c'est un peu con comme raison d'aimer une équipe. Mais non. Air Force, je trouve, a très bien joué. Ils sont réveillés notamment au 4e quart-temps. Bon, j'ai jamais pensé qu'ils allaient pouvoir récupérer Boise State. Mais non, c'était un match intéressant. Et ouais, Jack Sears a mis plus de touchdowns que de passes incomplètes. Pour la petite anecdote. Donc voilà, un bon match de Boise State à une semaine du choc du Group of Five face à BYU dans la nuit de vendredi à samedi. Les gars, vous me confirmez? C'est ça, 3h30 si je dis pas de bêtises. 3h30 devant votre télé, devant votre ordinateur, ce sera un match à ne pas louper. On passe à l'ACC avec Mississippi State qui se déplaçait du côté d'Alabama. Grosse victoire 41-0 d'Alabama. Mac Jones, 4 touchdowns, 0 interception. La vie est belle. De l'autre côté, KJ Costello sur le banc, enfin qui a eu que 11 tentatives de passe que 4. On dirait que c'est la même chose chaque semaine quoi. Ouais, c'est incroyable. Le remplaçant Will Rogers, c'est 2 interceptions. Il y a aucun touchdown, aucun field goal pour Mississippi State. Enfin, c'est honteux quand même. Enfin, on va pas parler trop longtemps de ce match. C'était un résultat psychologique. mais c'est quand même honteux, les gars. Enfin, je suis désolé. Ouais. Non, mais oui. Alors, c'est honteux sur 2 aspects. Déjà, défensif. Bon, après, non. Tu te prends 41 points par Alabama, tu vas me dire c'est le tarif pour toutes les équipes de la SEC. Mais c'est quand même une équipe à identité défensive, Mississippi State. Ils se prennent 41 points et ils ont le coach le plus offensif de l'histoire de la NCAA et ils mettent 0 points. Il y a vraiment un problème. Ah oui, c'est clairement ça. Ouais, je sais pas ce qui se passe à Mississippi State. Là, ils ont encore perdu 3 joueurs qui vont en transfert cette semaine. Enfin, c'est un beau bordel pour être tout à fait honnête. Honnêtement, c'est. Après, à voir sur le long terme, on sait quand un coach arrive, le temps qu'il mette peut-être sa patte en place, mais on sait que Mike Leach, c'est un peu ça passe ou ça casse. Ça a souvent cassé. Alors à Wazoo, ça s'est bien passé, mais avant il était à Texas Tech et ça s'est très mal fini, avec des histoires d'ailleurs un peu de bullying sur les, pas de bullying, mais en tout cas de maltraitance de certains joueurs. Donc attention à ce que Mike Leach ne perde pas trop vite son équipe. Ça a l'air d'être le cas. Et bon, ils se retrouvent à 1-4, les Bulldogs, avec seulement une victoire contre LSU. Quand on voit l'état de LSU actuellement, on se dit que Mississippi State fait partie quand même peut-être des équipes les moins bonnes du Power 5 et que va falloir. Finalement, c'était pas un exploit. Enfin, c'était ça en soi, c'était pas un exploit. Et qu'il va falloir vite se sortir quelque chose d'autre parce que mine de rien, on sait que la SEC West c'est très compliqué avec Alabama, Auburn, Texas A&M et maintenant Arkansas qui se réveille. Attention à Mississippi State qui pourrait très bien vite devenir un programme de seconde zone en moins de temps qu'il faut pour le dire quoi. Donc voilà, attention à McLeach quoi. Et à noter aussi la superbe performance de Devonta Smith, le receveur d'Alabama, qui profite un petit peu
des ballons que Jalen Waddle a plus puisqu'il s'est blessé. 11 réceptions, 203 yards et 4 touchdowns. Voilà, juste ça. On va passer, les gars, je vous propose de passer à Ohio State face à Penn State. L'équipe de Pennsylvanie, qui était 18e à l'IP-Poll, accueillait Ohio State. Ohio State a battu Penn State 38-25 avec encore un bon Justin Fields avec 318 yards et 4 touchdowns. Un bon Master Teague au jeu à la course qui a inscrit un touchdown. Toi, Cheikh Robin, t'as aimé regarder ce match. Qu'est-ce que tu as pensé de cette victoire d'Ohio State face à Penn State? Je sais qu'on avait prévu une victoire avec plus de touchdowns d'Ohio State lors de la preview la semaine dernière. Écoute, ouais, c'est vrai que Ohio State a été bon, a été très bon, mais a pas forcément été hyper dominant. Justin Fields, c'est tellement beau à voir jouer, c'est fou. S'il continue comme ça, pour moi, c'est le Heisman de cette année. Il est vraiment très fort. Dans le sens où là, il marque 4 touchdowns, 330 yards, quelque chose comme ça. Il est vraiment très fort. Il met une balle passe incroyable pour Chris Olave. Ouais, la passe incroyable pour Chris Olave, donc snap en shotgun. C'est une fade de Chris Olave sur la gauche et il lance la balle entre 3 joueurs. C'est magnifique à voir jouer. Enfin, à voir que l'action est magnifique. Allez regarder les highlights parce que mine de rien, Penn State a bien joué aussi et avec notamment son receveur. C'est Jahan Dodson, quelque chose comme c'est ça, c'est Jahan Dodson, ouais, c'est ça. Qui a été Sean Wade. Et Sean Wade, il a pris cher. Hein. Ouais, Sean Wade pour le prospect NFL, ça va descendre un peu parce qu'un bon receveur comme Jahan Johnson, il a mangé Sean Wade. Mais Sean Wade sur Jahan Dodson pour le match, c'est 8 réceptions, 144 yards pour 3 touchdowns, dont 2 catchs à une main. Énorme en plus ces catchs. Allez voir les highlights, c'est disponible sur YouTube, où vous avez même le match complet sur YouTube en 2 heures. Donc voilà, plutôt cool. Mais sinon, les touchdowns, ils sont vraiment beaux. Et Jahan Dodson, très fort, le numéro 5. Regardez-le, c'est le point positif de l'attaque de Penn State. Et tu vois, Robin, moi je disais que Ohio State n'était pas hyper non plus impressionnant parce que là il rencontre une équipe qui est quand même très unidimensionnelle. Hein. Le jeu au sol, c'est pas du tout mis en place pour Penn State. Pour des raisons évidentes, hein. Leurs running backs sont quasiment tous blessés ou plus là. Mais c'est vrai que à voir quand même cette défense, comme disait Elio tout à l'heure, voir cette défense d'Ohio State contre une équipe qui pourra aussi bien courir que passer. Je suis assez curieux de savoir. Je trouve peut-être un niveau en dessous de ce dont on avait été habitué du côté de Columbus. Mais bon, c'est une impression sur le match. Ouais, clairement. La défense d'Ohio State, ils ont 7 titulaires de l'année dernière qui sont partis en NFL. Donc, pas n'importe quel titulaire. Hein. On a Chase Young, on a Damon Arnett, on a Arnett, on a Okuda. Il y avait un linebacker. 3 first round. On a 3 first round picks qui sont partis. Okuda, il joue en NFL? Ah ouais, tu te rappelles pas, il s'est pris un cross par Kyler Murray. Il s'est fait crosser par Kyler Murray là, c'était. Non, NFL, c'est non, un mais cela dit, après. Enfin, je suis navré, mais pour la défense d'Ohio State, alors on est d'accord, ils ont quand même pas mal de titus qui sont partis, mais pour l'instant, ils sont pas retrouvés face à des équipes monstres. Penn State, l'attaque, ont perdu beaucoup de titulaires, avec notamment KJ Hamler, mais aussi Johnny Brown, qui a encore des problèmes médicaux apparemment. Moi, je suis désolé, alors je vais revenir sur Sean Wade. Son match, il est catastrophique. Ce qu'il se prend là, il se prend 2 touchdowns plus un big gain qui amène. Je crois qu'il y a eu un touchdown derrière, parce que de toute manière, ça rentre dans la red zone. Je suis désolé, mais on en parle comme un des 3 prospects à cornerback du premier tour. Pour le coup, le mec, le seul gros match qu'il doit faire, vraiment, en tout cas sur la saison régulière, c'est face à Penn State. Il se foire complètement. Et il y a un côté où c'est inquiétant, il y a un côté où c'est seulement aussi le deuxième match, faut pas l'oublier. Mais moi, je suis désolé, la défense d'Ohio State ne fait pas franchement rêver. Et à l'heure actuelle, si on se retrouve sur des college playoffs et qu'en finale, c'est un Alabama-Ohio State, je vous le dis direct, hein, Alabama, ils font une bouchée d'Ohio State, clairement. Voilà. Très bien.
En tout cas, c'était le match qu'on vous avait désigné pour les previews, qu'on vous avait désigné en match de la semaine. Hein. Donc voilà, victoire d'Ohio State quand même assez logique et attendue. On passe à un autre match qui s'est déroulé en pleine nuit, la nuit dernière. Hein. Texas A&M qui recevait Arkansas. Arkansas qui ont été battus sur le score de 42-31. Guigui, tu as quelques petits mots à dire par rapport à Philippe Franks, mais aussi Kellen Mond qui a réalisé une nouvelle fois un bon match. Mond reste sur une bonne série quand même au niveau des matchs, avec 3 touchdowns cette fois-ci. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Guillaume ? Alors, je l'ai regardé en deuxième fenêtre un peu de loin, parce qu'il y avait le match des Gators en même temps. Mais de ce que j'en ai pu voir, Kellen Mond qui continue sur sa belle lancée depuis le début de la saison, qui nous donne un peu tout tort semaine après semaine. Donc là, il finit à 21 sur 26, 260 yards, 3 TD. Donc un match très propre de sa part. On peut rajouter 32 yards sur ses courses au sol. Donc vraiment un match super clean de sa part et une belle copie qu'il a rendue. Côté de Texas A&M, un bon match aussi de leur running back Isaiah Spiller et de Jalen Widermeyer, avec 2 TD à la passe pour lui. Côté Arkansas, ce qui a pêché vraiment, ça a été d'un côté la défense, principalement en première mi-temps, qui prennent 28 points en première mi-temps, simplement. Hein. Ils prennent 14 points dans les 3 premiers quarts-temps. Donc ça s'est bien réveillé en fin de match, mais c'était un peu trop tard. Et aussi, un des doubles faits de jeu, on va dire, qui s'est passé, c'est les deux field goals ratés par le kicker d'Arkansas en fin de première mi-temps, donc en fin de deuxième quart, qui les a vraiment... ils ont laissé 6 points en fin de mi-temps. Et ces 6 points, si à la fin du match, t'es mené 42-37 à la place de 42-31, c'est pas le même match, t'as pas les mêmes besoins, t'as pas le même game plan. Donc voilà, Philippe Franks qui fait encore un match très propre, 23 sur 31, 239 yards, 3 TD, 0 inter. À cela, on peut rajouter ses 91 yards à la course. Donc un match très propre. Treylon Burks encore, hein, 7 réceptions, 117 yards de TD. Il commence vraiment à s'affirmer pour moi comme un des top 10, en tout cas en SEC en termes de receveurs, je pense. Donc c'est vraiment c'est vraiment, comment ça s'appelle ? Bien, je sais pas un mot. C'est vraiment de bonne augure, pardon, surtout que ce n'est que un sophomore. Donc voilà. Bon match encore une fois de Texas A&M qui continue sur leur bonne lancée, qui risque de peut-être jouer les poils à gratter dans la division ouest de la SEC, et Arkansas qui fait un bon match, mais cette fois ça n'a pas suffi. La défense s'est réveillée trop tard à mon avis. Et d'ailleurs, Guigui, on va rester avec toi parce qu'il y avait toujours de la SEC et il y avait un beau match d'UFC en même temps. Florida qui se déplace, Missouri qui se déplaçait du côté de Florida, tes Gators. Comment ça s'est passé ? Qui a gagné ce combat, ce Royal Rumble là ? Ce Royal Rumble là, cette Battle Royale. T'es pas loin. T'es pas loin de Battle Royale. Écoute, Florida qui a réussi à se sortir, j'allais dire du piège de Missouri. C'est pas vraiment un piège, mais c'est surtout Connor Bazelak qui fait un bon début de saison, et nous on a appris de notre côté qu'on avait 15 joueurs encore out en majorité pour cause de Covid, dont 8 defensive backs. Donc la petite stat sympa, c'était qu'on est arrivé sur le match avec 6 defensive backs sous scholarship, si je dis pas de bêtises, un truc du style. Donc, vu l'état de notre défense avant notre petite pause de 2 semaines, je vais vous avouer que je n'étais pas vraiment rassuré. Et en règle générale, j'adore avoir raison. Là, j'ai adoré avoir tort. Tant notre défense a été performante et bonne. On finit le match à 41-17. Missouri qui met 10 points plus ou moins dans le garbage time du dernier quart-temps. Et avant ça, notre défense, avant ces 10 points, avait encaissé vraiment 0 points sur les 3 premiers quarts-temps, vu que le premier TD de Missouri intervient sur un pick six lancé par Kyle Trask, où pour le coup, il peut pas grand-chose, à part qu'il aurait dû peut-être prendre le sac. Il veut lancer, il se fait taper le bras au moment du lancer, du coup,
mais la balle reste en l'air. Le corner voit ça, il se met dessous, c'est limite s'il récupérait un punt du coup. Et il remonte pour 59 yards si je dis pas de bêtises. Sinon, à part ça, bon match de Trask, 21 sur 36, 345 yards, 4 TD et donc cette interception. Donc techniquement, il a 5 TD, il y en a juste un qui n'était pas dans le bon camp, on va dire. Notre jeu au sol qui a un peu ressemblé à celui de l'année dernière, avec beaucoup de monde différent, mais pas beaucoup de gros rushers, on va dire. On a pas mal de petits rushers avec un peu de yards, c'est-à-dire que notre top rusher, je vais faire plus simple, c'est Kyle Trask avec 6 portées à 47 yards. Et derrière, c'est Damian Pierce à 9 portées pour 39 yards. Donc, et après, c'est que des 3, 4, 7, 1, 1, 2 au niveau des portées. Mais le côté intéressant, c'est la moyenne à chaque fois qui est quasiment toujours au-dessus de 4 yards par portée. Donc c'est si t'en alignes 3, bah, t'as un first down, donc c'est le principal au foot américain. Derrière, énorme match à la réception de Kadarius Toney. Je vous invite à aller voir cet TD, c'est de toute beauté, vraiment. Donc voilà, il en met un à la course, si je dis pas de bêtises, c'est ça, un à la course, 2 à la passe. Bon. Si vous voulez voir des jambes, des chevilles cassées, des hanches déboîtées, des âmes qui sortent de corps de défenseurs, allez voir son match et même sa highlight en règle générale, c'est assez sympa à regarder. Et vraiment la défense qui a fait un gros taf avec pas mal d'absents. Des freshmen, true freshmen ou redshirt freshmen qui sont vraiment, on va dire, révélés un peu. Je pense notamment à Rashad Torrence, notre safety, qui fait un super match. Donc voilà, vraiment. Après, on a fait énormément jouer de true freshmen. Et la petite anecdote sympa, c'est Kamar Wilcoxon, je vais finir là-dessus, qui est en fait un true freshman, un corner, qui aurait dû et qui logiquement devait jouer à AMG Academy cette année en high school. Sauf qu'avec tout ce qui s'est passé, le Covid, à l'année gratuite d'éligibilité, il a fait en sorte d'avoir son diplôme plus tôt pour pouvoir venir chez les Gators un an plus tôt, on va dire, que ce qu'il devrait. Un peu comme JT Daniels à l'époque. Et il finit le match, il scelle le match, on va dire, avec un fumble recovery. Donc voilà, c'était la petite belle histoire du soir. Et si tu veux qu'on parle un peu de la bagarre, voilà, dernier jeu de la première mi-temps. Le reste, tout le monde s'en fiche, c'est ce qu'on veut savoir. J'ai toutes les vidéos sur mon Twitter, donc allez voir @FranceGators. Dernier jeu de la mi-temps, donc il y a une pénalité contre Missouri, c'est nous qui avons la balle. Donc en fait, on a une action avec le temps avec l'horloge qui est à 0-0. Donc ils appellent un non-time down. Donc on y va, on est à 55 yards à peu près de leur end zone. On joue le Hail Mary. Trask envoie la balle. Et en fait, il y a un défenseur, je crois que c'est un D-line ou un backer, je sais plus, qui fait vraiment 3 vraies foulées et qui vient mettre un hit totalement gratuit, vraiment 2 à 3 secondes après que Trask ait lâché la balle. Il s'arrête pas, juste devant les yeux des refs qui ont été infâmes de tous les côtés que vous voulez en première mi-temps. En deuxième mi-temps, on va dire que pour moi, c'était vraiment on veut se rattraper, donc on vous donne des calls un peu touchy, on va dire des fois, mais c'était vraiment infâme comme arbitrage tout au long du match. Et donc les arbitres ne flaguent pas, ce qui pour moi est un vrai cheap shot et un vrai dirty hit. Et du coup, la O-line se vénère. On a Dan Mullen qui vient à limite embrouiller les arbitres, parce que du coup c'était à mi-temps, donc en rentrant au vestiaire, qui vient embrouiller les arbitres. Et là, à partir de ce moment-là, c'est parti en vrai général. Il y a eu des droites, pour le coup, des vraies patates, pas juste ça se pousse, ça se chauffe, ça s'insulte. Il y a eu des vraies patates des deux côtés qui ont été partis. Et le point, ça c'était un peu le point sympa, un peu le point rigolo. Le point beaucoup moins sympa, c'est que maintenant on va voir les suspensions que va donner la SEC, parce que évidemment les arbitres ne seront pas sanctionnés pour leur comment on dit, le fait qu'ils soient des incapables, on va dire, voilà, je trouve pas mon mot, mais on va dire ça comme ça. Incompétence. Voilà, pour leur incompétence, exactement, merci.
Mais par contre, les joueurs qui se sont battus, évidemment, seront suspendus et ils doivent être suspendus. Ça, je ne le conteste pas du tout. Donc, sur le moment, on a eu notre D-line, Zachary Carter, qui est titulaire, qui a été éjecté du match, et notre true freshman linebacker Antoine Powell, qui lui, pour le coup, n'a pas joué depuis le début de saison, donc une perte moins grave. Et moi, ce qui me fait peur, c'est s'il y a d'autres suspensions, parce que le prochain match, c'est face à Georgia, et on peut pas vraiment se permettre, entre les histoires de Covid, les histoires de suspension, peut-être vraiment falloir arrêter de se tirer des balles dans les pieds, peut-être vraiment arrêter d'être bête, parce que ça c'est être bête. Je comprends que tu veux protéger ton quarterback, c'est normal. Maintenant, le mec, tu peux venir le secouer, l'insulter, insulte tous ces grands morts si tu veux, secoue-le, balance-le au sol, mais mets pas de droite. T'as un truc que t'as pas le droit de faire, c'est mettre des droites. Le reste, si tu veux, fais des trucs discrets au moins, je sais pas, tu sais, un petit coup de crampon sur le tibia, ça te chauffe bien, ça. Je sais, en général, les joueurs Gators, il y a un truc qu'ils n'ont pas le droit de faire non plus, souvent, c'est réfléchir, on a l'impression, comme depuis un long moment. Non, mais ça, encore une fois, Gators, pas Gators, moi, personnellement, mon QB se prend ça. Si je suis coach, si j'ai pas cette réaction-là, alors, les droites en moins, peut-être, mais si j'ai pas cette réaction-là, les premiers de jungle, c'est ceux de mon équipe. Non, mais oui. Que les arbitres sont incompétents, c'est une chose. Toi, par contre, tu as intérêt à venir défendre ton quarterback quand il se prend un hit comme ça. Et c'est exactement. Et moi, ce qui m'énerve, c'est tous les analystes ou je sais pas quoi qui disent ouais, les Gators, c'est des thugs, ils sont venus se battre, machin. Et c'est les mêmes, en fait, qui ont insulté les joueurs des Cowboys il y a une semaine parce qu'ils sont pas venus défendre Andy Dalton quand lui se prend son chip shot. Donc, à un moment, il faudrait arrêter de se foutre de la gueule du monde et juste de gueuler pour gueuler et juste être cohérent avec tes propos. Soit tu veux pas et tu laisses ton QB se faire massacrer la gueule et juste tu es là, tu regardes. Ah ouais, il s'est fait éclater gratuitement, l'arbitre a rien dit, c'est pas grave. Vas-y, viens, relève-toi et y retourne. Soit juste tu défends et tu défends tes frères, tu défends tes coéquipiers. Moi, c'est ce que je veux, personnellement. Western Kentucky qui se déplaçait du côté de BYU, victoire 41-10, logique de BYU avec Zach Wilson. Qui a été encore une fois auteur de 3 touchdowns. La Hip Wilson est toujours d'actualité. Navy qui se déplaçait du côté d'SMU, victoire 51-37 pour SMU, victoire logique. Chen Buchele, 3 touchdowns. Rien à redire là-dessus. Junior Ao, un plaquage. Voilà, notre Français qui est toujours bien présent dans la défense du côté d'SMU. Oklahoma qui se déplaçait du côté de Texas Tech en Big 12, victoire 62-28 à Roost d'Oklahoma envers Texas Tech. Spencer Rattler 288 yards de touchdown, triplé notamment du running back. C'est pas TJ Pledger, c'est Stevenson, Ramondre Stevenson. Voilà, et puis gros match aussi de Theo Wies, 5 réceptions, 105 yards. Encore quelque chose à dire, monsieur Robin, sur Spencer Rattler? Il affrontait pas la meilleure des défenses de Big 12. Ça, on est bien d'accord. Franchement, j'ai rien à dire cette semaine. Il a été bon. Vraiment, Oklahoma était très très fort à la course. 6 touchdowns en combiné à la course. Le retour de Ramondre Stevenson fait du bien. Il commence à avoir des joueurs qui reviennent de suspension là. Ils vont revenir en forme pour la fin de saison et pour Bedlam malheureusement. On termine ce top 25 avec de l'ACC, North Carolina qui se déplaçait du côté de Virginia et je pense que tout le monde peut ouvrir les micros et applaudir pour cette upset of the week, les amis. Félicitations. Léo, j'ai une question d'ailleurs. Oui. Pourquoi on n'a pas applaudi Baptiste? Parce que Baptiste, c'est pas un upset, c'est Texas. On était favori que de 3,5 points d'après Vegas. Non mais et puis merde, c'est Texas quoi. C'est Texas unranked contre Oklahoma State qui est 6e. Non mais tu peux pas. Et là c'est Virginia qui était à c'était quoi, une victoire 4 défaites. Ouais c'est ça. Donc mais ça reste un upset. 6 contre unranked, ça reste un upset. Oui non mais laisse-moi défendre mon client Baptiste. Je défendrai mon client Baptiste. Merci Elio. Et on parlera des primes plus tard. Augustin, toi, tu as regardé ce match UNC qui se déplaçait du côté des Cavaliers de Virginia. Encore une fois, on passe un concours à notre ami Virginia France qu'on vous invite à aller suivre sur Twitter. Qui était bien content.
Bah, tu m'étonnes parce que Virginia faisait un mauvais début de saison et c'était un petit peu la gueule de bois après leur finale de l'ACC l'an dernier, lors de la dernière saison. Et non, Virginia a très bien joué. Brennan Armstrong, il a bien géré. Il a bien géré le match. Et North Carolina, encore une fois, comme face à Florida State, ils ont vécu 2 premiers quart-temps. Bon, là, dans ce cas-là, dans le cas des Spaces ici, 3 premiers quart-temps très difficiles avant d'entrevoir un réveil dans le 4e sous la houlette de Samuel et de Dwayne Brown. Donc Samuel, c'est 443 yards et 4 TD, et Dwayne Brown, c'est 240 yards et 3 touchdowns. Donc victoire de Virginia face à North Carolina qui peut dire adieu à la finale en ACC. Quelle déception quand même UNC cette année, oh la vache. Ah ouais, ça fait mal. Hein. Ouais, franchement, c'est ça pas fait ce qu'on mal. avait espéré. Ça fonctionne un petit peu. Hein. Franchement, moi je suis un petit peu dégoûté. Je suis déçu. Et Augustin, tu vas nous présenter, bien comme chaque semaine, le Group of Five, les quelques matchs restants. Ouais, exact. Alors, on va commencer par Hawaii qui ouvrait la semaine en college football. Ils ont perdu assez lourdement à Wyoming 31-7. Du côté du CF, les Golden Knights ont battu Houston 44-21. John Gabriel, sans être exceptionnel, a été bon en lançant 2 touchdowns et plus de 300 yards. Louisiana Tech a battu en overtime au terme d'un match qui était vraiment fou UAB 37-34. On peut aussi parler de San Jose State qui s'est défait de New Mexico 38-21 avec notamment des superbes réceptions de leurs receveurs. Donc voilà, pas beaucoup de matchs des équipes du groupe of 5, on va dire, qui n'étaient pas classées puisque SMU, Memphis et Cincinnati étaient classés, BYU aussi. Donc voilà, une petite semaine de groupe of 5 pour les équipes non classées. Je te redonne la main, Elio. Eh bien, on va désormais passer au résumé rapide des derniers matchs des conférences Power 5. Alors, il y avait déjà en ACC, la CC, Virginia Tech qui se déplaçait du côté de Louisville. C'était quand même un choc, hein, et ça a été un très très gros match, 42-35, victoire de Virginia Tech. Avec notamment du côté de Louisville, eh bien, ce trio Cunningham, Hawkins et pas Tutu Atwell, Fitzpatrick qui a quand même bien fonctionné. Cunningham, c'est 3 touchdowns, 3 interceptions, 350 yards quand même, et Javian Hawkins notamment avec une course énorme, 129 yards, 1 touchdown. Voilà, en face, Khalil Herbert. Je suis désolé, mais ce match doit se résumer quand même parce qu'il était pas mal, je l'ai suivi un peu. Khalil Herbert, le running back star de Virginia Tech, 147 yards, 1 touchdown. Voilà, en fait, à chaque fois, c'était plutôt du Louisville qui essaie de rattraper Virginia Tech et qui ne l'a finalement jamais fait, mais pas mal comme match, pas mal à regarder. Wake Forest qui se déplaçait du côté de Syracuse, victoire 38-14 tranquillement pour Wake Forest et Sam Hartman. Pas grand-chose à redire sur ce match. Syracuse encore sur la continuité de cette mauvaise saison malgré leur bon match face à Clemson. Et pour finir, Charlotte qui se déplaçait du côté de Duke, victoire 53-19 pour Duke. Une nouvelle fois, pas grand-chose à dire. C'était ce qu'on attendait, c'était logique. Du côté de la Big 12, on avait en tout dernier match, hors top 25, le derby texan TCU qui se déplaçait à Baylor. Victoire convaincante mais grosse victoire de TCU 33-23. TCU qui avait rapidement pris l'avantage dans ce match. Voilà, Baylor qui ont fait un peu comme Louisville, c'est-à-dire essayer de rattraper, de manger des points. Cela n'a pas fonctionné. Et puis, on a eu quand même Baylor qui avait terminé 7e, 8e l'année dernière à les People. Qui sont complètement à la rue cette saison avec le départ de tous leurs joueurs à la draft et puis notamment de leur head coach Matt Rhule du côté des Carolina Panthers en NFL. La Big Ten, en Big Ten, il restait aussi quelques matchs. Purdue qui se déplaçait du côté d'Illinois, victoire 31-24 pour Purdue. Northwestern qui se déplaçait du côté d'Iowa, victoire de Northwestern 21-20, sachant qu'Iowa menait, je crois, 17-3 au début du match, ou quelque chose comme ça. Enfin, Iowa, voilà, qui pensait réellement gagner de manière à l'aise
cette confrontation, et puis Northwestern qui n'ont rien lâché encore une fois, qui confirment leur beau début de saison après la victoire face à Maryland la semaine dernière. Et justement, Maryland, parlons-en, May Terrapins qui jouait dans la nuit de vendredi à samedi. Alors déjà, je voulais remercier tous ceux qui ont suivi le match aussi tard avec moi. Je leur fais des bisous, hein, et notamment Max, Cyprien, enfin voilà, vous reconnaissez et vous nous écoutez. Ça m'a fait plaisir, merci les gars. Et c'était un match voyage au bout de la nuit, hein, sincèrement. Comment résumer ce match? On gagnait 21-7 à la fin du premier quart-temps. Alors incroyable, Taulia Tagovailoa qui avait été auteur de 0 touchdown, 3 interceptions la semaine dernière. Là, c'était la transformation, quoi. Genre, que des first down, que des passes précises, très 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 à l'aise, mais vraiment à l'aise le type. C'est pas grave quand il y avait de la pression qu'il devait sortir de sa poche, il n'y avait pas de soucis, il savait courir. À côté de ça, on a eu aussi le running back Jake Funk qui a été auteur, qui est un peu une sorte de Tyson Hill blanc, qui est blanc, hein, une sorte de Tyson Hill du pauvre, on va dire, qui a été auteur de 216 yards et un touchdown. Quand on sait d'où il revient, il avait eu 2 blessures au niveau des ligaments sur ces 2 dernières saisons. Enfin voilà, très très gros match. Et Taulia Tagovailoa qui finit ce match avec 3 touchdowns, 1 interception, plus 2 touchdowns à la course, donc 5 touchdowns en tout, 394 yards, 26 passes complétées sur 35. Et en face, Tanner Morgan, c'est seulement 10 passes complétées, 189 yards, 1 touchdown, 0 interception. Par contre, le running back Mohamed Ibrahim de Minnesota a été auteur de 4 touchdowns pour 207 yards. Mohamed Ibrahim qui vient du Maryland, pour la petite anecdote, et que l'on n'avait pas recruté. Alors, donc, comme je vous le disais, on gagnait 21-7 à la fin du premier quart-temps. Puis, d'un seul coup, voilà, je m'y attendais. Hein, t'as Minnesota qui met 31 points en 2 quart-temps. Et on arrive avec un écart de 17. On avait 17 points en moins que Minnesota à l'arrivée du 4e quart-temps. J'étais à 2 doigts d'aller me coucher en me disant, bon, de toute manière, c'est foutu. On met 17 points, ils en mettent 0. Notre défense se réveille. Alors, notre défense qui prenait tous les drives de Minnesota, notre défense se réveille. On leur met 17-0 au 4e quart-temps. On arrive, égalité, 38-38. Et puis, vive là l'overtime. On marque, premier touchdown en overtime. On transforme 45-38. Et puis derrière, Minnesota marque assez facilement aussi pour nous rattraper. Et là, le choke de leur kicker, le field goal qui ne passe, la transfo qui ne passe pas. Victoire 45-44 des Terrapins, match au bout de la nuit. Taulia Tagovailoa, très gros match. Tout ce que je peux dire, en tout cas, alors, d'un côté aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la défense de Minnesota s'est un peu amoindrie depuis la dernière draft, avec le départ d'Antoine Winfield, mais aussi Kamal Martin, Carter Coughlin, Chris Williamson. Voilà, il y a eu quand même pas mal de titulaires qui sont partis à la draft. Mais ça reste tout de même une victoire très satisfaisante face à une grosse équipe de Minnesota, faut pas l'oublier. Ils ont quand même pas mal de joueurs qui sont toujours là. Ils ont aussi, parce qu'on parlait de Mohamed Ibrahim à la course, mais ils sont aussi Rayshon Batman, le receveur star, et puis Chris Otman-Bell qui a été auteur d'un très très gros match, autre receveur. Donc c'est assez difficile tout de même de les défendre. Et de notre côté, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de défense, mais il y avait une attaque. Et l'attaque existait bien et commençait à prendre forme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'attaque mise en place par notre head coach, Mike Locksley, qui essaye un peu de recalquer ce qu'il faisait à Alabama. Lui, de base, c'est un coach offensif. C'était un des génies de Saban. Et je l'ai déjà dit, mais c'est lui qui a fait tout à ce qu'il est maintenant. Les Henry Ruggs, tout ça, voilà. Donc, il y a quand même, offensivement en tout cas, c'était plaisant, c'était très plaisant, et c'était très très plaisant de voir que Tagovailoa avait certaines qualités qu'il avait cachées en tout cas la semaine dernière. Voilà, victoire sur le fil, et puis très très content pour mes Terrapins, c'était la fête. On va passer désormais, on termine avec la SEC, on va terminer cet épisode là-dessus. On sait qu'il y avait du coup un Ole Miss qui affrontait Vanderbilt, Ole Miss qui se déplaçait du côté de Vanderbilt. Très gros match du quarterback Matt Corral avec 6 touchdowns pour 412 yards. Enfin, on s'attendait à la rouste qui allait être infligée à Vanderbilt. Mais Vanderbilt ont quand même inscrit 21 points, victoire 54-21 du coup d'Ole Miss. Ça reste quand même tout de même inquiétant pour cette défense quand même de l'équipe du Mississippi. Faut le noter parce que c'est quand même leur gros point faible depuis le début de la saison. Ils se prennent 21 points par Vanderbilt. Franchement, c'est pas terrible. Et on va terminer sur ce match car c'était un match quand même assez important.
C'était bizarre de parler de ce match avec deux équipes non classées, mais c'est la réalité. Auburn qui recevait LSU, les champions en titre, eh bien, ils se sont mangés 48 points, grosse victoire, 48-11 d'Auburn. Vous avez pensé quoi de ce match, les gars? Au début, on n'était pas du tout convaincus, ça a mis beaucoup de temps à démarrer, et puis finalement, on a eu le droit à un Bonix qui s'est mis en feu, je sais pas, au début, on le voit, il est en train de s'embrouiller avec son... Je crois que c'était un assistant ou un coach, en tout cas, sur la sideline. Et puis, à la fin du match, on le voit quasiment être porté par l'équipe. Vous avez pensé quoi? 3 touchdowns, 0 interception pour Bonix. Je pense que Bonix, il est vachement sous-coté. Je suis d'accord que c'est pas un quarterback de génie, c'est pas un Trevor Lawrence, c'est pas un Justin Fields. Mais il faut aussi lui donner le crédit là où il le mérite. Il fait encore un super match. Je trouve qu'il fait un bon début de saison de manière générale. Et je vais essayer de me contenir sur LSU, mais encore une fois, tu peux le dire, ils ont été nuls. Ils ont été nuls. Des tonnes de 4 et 5 étoiles pour se prendre 48-3, ou je sais même plus comment ça a fini. J'ai lâché le match, je vais pas vous mentir. Peut-être 48-11, je crois, ça, 48-11. Ouais. Non, 48-11. Et ils ont benché leur quarterback après 2 interceptions à LSU. C'est ça, il fait Finlay. C'est ça. Rentrer de Jackson. Et voilà, c'est pitoyable ce qu'ils proposent. J'ai pas beaucoup plus de mots que ça. C'est vraiment. J'ai pas de souvenir. J'espère qu'ils sont bien contents de leur bague parce que c'est, à mon avis. Ils vont avoir que ça pour se rassurer pendant un bon paquet de temps, à mon avis. Et j'espère que pour eux, en tout cas, parce que pour moi, ça me va très bien s'ils restent, que la fraude qu'ils ont en tant que coach va vite sauter. Baptiste, est-ce que tu peux me préciser, mais j'ai pas souvenir qu'une équipe championne aussi forte, parce que mine de rien, LSU, c'est parmi les équipes les plus fortes de l'histoire. Tout à fait. J'ai pas souvenir qu'une équipe aussi forte se retrouve de vraiment de mettre cher à toutes les équipes en face, à maintenant se prendre, être le paillasson de la SEC. Je dois avouer que j'ai pas d'exemple. Je pense que c'est une première, pour être tout à fait honnête. On a vu pas mal d'équipes très haut classées disparaître au fil de la saison. Une année où USC était classé numéro 1, quand Lane Kiffin était head coach, je sais qu'ils ont fini avec un bilan de 6-6 ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir un champion qui implose, qui passe d'un bilan de 15-0 à je sais pas combien ils vont terminer, mais ça va pas être très beau la sortie. Non, parce que faut pas oublier ça va sécher LSU, ça va être très très drôle, hein, par contre, moi je vous le dis. Ils jouent Alabama, ils jouent Arkansas, ils jouent Texas A&M, Ole Miss et Florida. Et enfin, ils peuvent gagner que contre Arkansas, parce que contre Alabama, ils vont se faire éclater. Contre Texas A&M. Contre Arkansas, je les mets perdants, moi. Je les mets perdants complets contre Arkansas. Non, mais toi, vu ce qui est montré par ces deux équipes depuis le début de saison, vu ce qui est montré objectivement, la défense d'Arkansas est meilleure. Individuellement, les joueurs de LSU sont meilleurs, mais collectivement, la défense d'Arkansas est meilleure. Et en offense, à part Terrence Marshall et Harry Gilbert, dis-moi quel joueur tu prendrais à Arkansas. Je suis d'accord avec Guigui. En revanche, par contre, Ole Miss, pour moi, c'est prenable. Hein. Attends, mais Ole Miss, t'as vu l'attaque qu'ils ont, ils marquent des TD à tout va, ils ont juste pas de défense. Ouais, ils n'ont pas de défense, sauf que ça va être le moment. Parce que le petit quarterback qui est entré en jeu, Mac Johnson, le petit quarterback qui est entré en jeu, il a c'est pas plus été que c'était. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Mais attends, la SEC maintenant c'est open bar. Hein. La SEC c'est devenu la Big 12. Hein. La SEC ça se prend des 50 points partout. Non mais même Alabama ils ont pris 40 points contre Ole Miss. Moi, je prends tous les jours la défense d'Alabama contre celle de LSU. Hein. Donc honnêtement, moi je vois Ole Miss gagner. On verra au niveau de la tendance des derniers matchs. Hein. Mais si aujourd'hui je dois pronostiquer une victoire pour LSU, c'est contre Arkansas ou peut-être Texas A&M, mais sinon ça perd contre Alabama, ça perd contre Ole Miss, ça perd contre Florida, et il y a en fait ils vont finir à 3-7. Hein. Et puis Auburn, non mais qu'on se dise la vérité, Auburn cette année c'est pas une bonne équipe.
Là, ils ont même eu l'occasion de faire jouer leur quarterback remplaçant Grant Lloyd. Enfin voilà, mais Auburn, c'est rien d'impressionnant, quoi, tu vois. Non, mais c'est ça, le problème. Bah, attends, ils prennent 45 points contre Missouri. Le seul match qu'ils gagnent convaincant, c'est South Carolina, et South Carolina n'avait pas été bon la semaine dernière. Mais après, sinon, ils battent Vanderbilt. Alors, Vanderbilt, c'est le paillasson de la SEC aussi. LSU, ils sont en train de devenir ça. C'est un peu. À l'époque, tout le monde avait peur de jouer à LSU l'année dernière. Maintenant, LSU sur le calendrier, c'est une victoire. C'est vraiment une victoire. Non, LSU, c'est la descente aux enfers. Hein. Comme l'aime bien dire Guillaume, hein, plus s'il continue encore à creuser, on va trouver du pétrole. Hein. Ça c'est Wojtek dans le Rap Pretenders, mais ça va être intéressant sur Strike sinon. Bon, bah voilà, en tout cas, on a terminé cet épisode review de la semaine, hein, et puis on se retrouve jeudi pour l'épisode preview, comme d'habitude. On vous remercie de nous avoir écoutés. Sachant qu'on tourne dimanche, donc on n'a pas les résultats de l'AP Polls, et on le fera dans la preview de la semaine prochaine. Exactement. Voilà, vous avez toutes les coulisses de l'épisode. Bon, les gars, on se dit à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Comme d'hab, n'hésitez pas à nous poser des questions. Salut. Et puis, on se fait des gros bisous. Salut tous. Salut. Gros bisous. Salut.